Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Marchex, je suis moniteur d'atelier à l'IEM 87 de l'APF France Handicap et bienvenue dans cette émission spéciale dans le cadre de la semaine pour l'autisme à Couzex. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Philippe Mazière, entrepreneur et engagé dans la cause de l'autisme. Merci Philippe d'être là. Nous accueillons aussi Ethan et Ambroise qui sont élèves au collège de Couzex, au DAR, au dispositif d'autorégulation du collège. Donc voilà, écoutez les jeunes, je vous propose de commencer l'interview. Vous pouvez poser vos questions. Ça marche. Déjà, bonjour Philippe. Merci de venir répondre à nos questions. Et je laisse la parole à Ethan. Pourriez-vous vous présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent ? Donc Philippe Mazière, comme ça a été dit, entrepreneur, même plutôt serial entrepreneur, et avec un énorme syndrome de l'imposteur depuis très longtemps, sans savoir que c'était lié à un trouble du neurodéveloppement. Et j'ai rencontré justement à ce moment-là la présidente d'Autisme France qui m'a parlé de sa vie à elle, et j'ai fait de l'autisme ma cause, voilà. Et donc à part avoir entrepris, avoir découvert à ce moment-là que ma fille était atteinte du syndrome dit d'Asperger, même si le mot me plaît pas beaucoup, on a découvert que moi aussi j'avais un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et j'ai découvert ça, j'avais 52 ou 53 ans. Voilà. Et ça vous avait fait quoi c'était quoi votre réaction quand vous avez découvert que vous avez un trouble de l'attention avec hyperactivité ? Un choc, un énorme choc, parce que c'est arrivé très tard, mais ça expliquait tellement de choses que ce choc a disparu assez rapidement pour devenir une énorme force. Une force qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, ce que je n'aurais jamais fait avant. Voilà. Et aujourd'hui, je le vis très bien. Du coup, je voulais rebondir sur la chose que vous avez dite. Effectivement, vous avez été diagnostiqué assez tard. Quels ont été les soucis que ça a engendré, voilà, du fait que vous ayez été diagnostiqué tard? Alors, je pense que j'aurais eu une vie plus heureuse. Je ne dis pas que ma vie a été malheureuse avant, mais j'ai énormément souffert de ce syndrome de l'imposteur. Enfin, je me suis souvent senti idiot. Bon, il faut dire aussi que voilà, j'arrive pratiquement à 60 ans et que quand j'avais votre âge, on ne parlait pas de tout ça, ça n'existait pas, personne n'était formé pour les diagnostics. Et moi, on m'a souvent dit que j'étais tout juste bon à garder les oies et que c'était peut-être même les oies qui allaient me garder. Parce que, en fait, je zappais très très rapidement. J'étais bon dans les sciences, mais le reste ne m'intéressait pas. Et comme ça ne m'intéressait pas, je m'ennuyais très très vite et je me sentais vraiment pas normal. Alors la normalité, on se demande bien ce que c'est aujourd'hui, mais je me sentais vraiment pas normal et même je me sentais un imbécile par rapport aux autres. En fait, voilà, c'était pas du tout ça. Et le diagnostic est arrivé tard, mais le diagnostic est arrivé avec des outils. Par exemple, pour la concentration, aujourd'hui, en même temps que je parle ou qu'on me parle, les grandes idées, je les place dans des coins d'une pièce. Alors, c'est pas forcément la pièce dans laquelle on est. J'ai un endroit précis où je peux placer les idées et je peux placer jusqu'à 4, 5 idées dans une pièce et donc revenir dessus. Donc, ce sont des outils qui sont arrivés en même temps que le diagnostic et qui m'auraient franchement facilité la vie si ça avait été fait plus tôt. Merci. Alors, je vais revenir. Vous avez dit que votre fille, elle était autiste, c'était bien ça ? Elle est autiste avec ce que le commun des mortels appelle aujourd'hui un syndrome d'Asperger. D'accord. Je peux vous dire pourquoi j'aime pas ça ? Allez-y. Parce que Asperger, c'était un médecin nazi qui a fait des catégories et il s'est dit, tiens, il y a des autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Et c'est cette catégorie-là qui aujourd'hui a le tampon, l'étiquette Asperger. Et j'aime pas ce mot à cause de ça. Ok, très bien. Et du coup, comment vous avez découvert que votre fille, elle était autiste ?
Alors, en 2010, donc, j'ai rencontré la présidente d'Autisme France qui m'a raconté sa vie. Comme je vous disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai décidé d'en faire ma cause, ce pourquoi je vais me battre sociétalement. Et pendant une bonne dizaine d'années, je me suis occupé d'activités. Hein, de par mon métier de chef d'entreprise, plusieurs entreprises, ça m'a permis de financer des sorties et de comprendre aussi ce que c'est que l'autisme et ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ma fille présentait quand même un certain nombre de critères et bien affirmés dans le TSA. La première réaction, c'était pour ma femme, ma fille n'est pas folle. J'ai jamais dit que ta fille était folle, j'ai dit qu'elle a un TSA. Ça n'a rien à voir. Et le déni de la famille a duré jusqu'à ce que ma fille parte faire ses études à Grenoble. Pour la petite histoire, elle a une licence de physique avec une option astrophysique et une licence de biologie avec une option génétique et immunologie. Voilà. Et elle a un autisme lourd. C'est fort, c'est fort. Oui, mais c'est pour montrer que l'écart. Sauf que ça a été le début de son enseignement, de cette formation à Grenoble, ça a été les 4 pires mois, les 4 pires mois de ma vie et de la sienne, elle aussi. Parce que c'était hyper violent. Mais il se trouve que ça s'est adouci pour elle parce que dans cette section-là, je peux vous assurer qu'il y avait 90% de TSA non diagnostiqués, mais voilà, il y en avait quand même. Et elle, ça a adouci, elle s'est rendue compte qu'ils étaient pareils. Et aujourd'hui, si elle veut rester là-bas, c'est justement parce que elle est dans un environnement où ils n'ont qu'à se regarder pour se comprendre. Voilà. Et moi, je m'y sens bien aussi avec eux, mais bon, je savais pas trop. Est-ce que du coup, quand vous aviez ces signes, est-ce que ça vous a perturbé dans vos parcours professionnels, etc. Est-ce que ça vous a perturbé du fait de peut-être envisager que votre fille avait cet autisme? Alors, dans son parcours à elle, elle s'en est rendue compte à ce moment-là et elle a fait ses propres recherches. Et un jour où je lui en parlais, elle m'a dit « Oui papa, évidemment que je le suis. » Mais elle m'a dit « Ça va changer quoi à ma vie s'il y a un diagnostic ?» Donc c'est là que j'ai pu lui dire un diagnostic, ça devrait t'apporter des outils, puis ça va te dire... Elle a refusé complètement. Et donc 2 ou 3 ans après, c'est elle qui est revenue me voir en me disant « Il faudrait qu'on ait un diagnostic parce que je veux savoir à quel point je suis autiste. » C'est elle qui a fait la démarche, le cheminement pour se dire « Bon, allez, jusqu'où ?» Donc le diagnostic avec les métriques était fait, avec plusieurs outils de diagnostic, puisque les filles ont cette fâcheuse tendance à trouver des contournements, à le masquer jusqu'à ce qu'elles soient trop épuisées et qu'elles ne puissent plus masquer. Et oui, donc le diagnostic a été posé bien après et lui a permis à elle, à certains moments, donc déjà de comprendre, d'avoir tout le panel des critères de ce qu'elle vivait, de sa souffrance, parce qu'il faut poser les mots à un moment, donc il y a une vraie souffrance, et dire voilà pourquoi je souffre. Ok, alors si je souffre à cause de ça, qu'est-ce que je mets en place pour ne plus souffrir ? Et quels sont les outils qui vont me permettre, parce que les relations sociales sont très compliquées pour elle, quels sont les outils qui vont me permettre de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux, parce que sinon on va dire que si, on va dire que là sur moi, de pouvoir dire bonjour même si j'en ai pas envie, de prendre le téléphone parce que j'ai besoin de papier administratif ou choses comme ça, et puis que les parents sont pas éternels, il y a bien un moment où il va falloir que je prenne le téléphone aussi pour appeler une administration parce que j'ai besoin de refaire faire une carte d'identité ou des choses comme ça. Du coup, vous avez dit que les filles avaient tendance justement à cacher leur autisme. Est-ce que sur le premier diagnostic, s'il y en a eu plusieurs, est-ce qu'on peut avoir confondu son autisme avec le trouble borderline ? Alors, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais mon expérience me fait dire oui. Je ne saurais pas développer derrière, mais oui. Ok, ça marche. Du coup, vous êtes maintenant que vous êtes chef, on a vu que vous étiez chef d'entreprise.
Comment dire, est-ce que vous êtes dit waouh, je suis arrivé jusqu'à là avec une difficulté, c'est incroyable. Ah oui, ça je l'ai dit plusieurs fois à ma femme. Je lui ai dit, tu te rends compte d'où je viens, ce que j'ai réussi à faire. Elle m'a dit, mais il n'y a que toi qui ne te rend pas compte que tu en es capable. C'est le syndrome de l'imposteur. Oui, oui. Mais alors aujourd'hui, avec le diagnostic et les outils, ça ne m'a pas éliminé le syndrome de l'imposteur. Je le sais, je sais à quel moment il arrive, ce qu'il provoque chez moi. Alors, enfin, physiquement, je le ressens jusque dans mon estomac. Ce que certains appellent la trouille, ouais, ça me l'amène. Mais je sais que... Alors, l'âge aussi et l'expérience, parce que forcément, vous n'avez pas, vous, à votre âge, fait que je sais m'appuyer sur mes expériences passées pour dire, bah oui, j'en suis capable, j'ai déjà réussi à faire ça, je devrais être capable de faire aussi ce truc-là. À 60 ans, j'ai passé le permis poids lourd. Voilà, donc j'ai repassé le code, etc. Parce que ouais, j'y suis allé avec une trouille. Jamais j'y arriverai. Pourquoi j'ai fait ça? Non mais dans quoi tu t'engages? Et puis voilà, je l'ai fait, je l'ai eu. Du coup, je voudrais rebondir encore. Est-ce que après ce que vous avez fait pour l'autisme, est-ce que vous vous sentez satisfait ou vous voulez encore développer cette envie de découvrir de plus en plus de choses sur l'autisme? Alors non, je ne suis pas satisfait du tout. En France, on a 30 ans de retard sur d'autres pays sur le traitement, sur ce que l'on peut faire, sur l'accompagnement, merci, voilà, c'est le bon mot, voilà, sur l'accompagnement que l'on peut faire et sur l'autisme d'une manière générale. Alors, tous les troubles du neurodéveloppement, parce que derrière, donc, on parlait de TDAH aussi, mais il y a l'hypersensibilité aussi, enfin, voilà, tous les 10 qui vont avec. On a énormément de choses à faire. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé sur le réseau des entreprises et villes amicales pour l'autisme. En 2012, on a fait changer la loi. On était le dernier pays évolué en France à ne pas avoir adopté la définition scientifique de l'autisme. Donc Geneviève Massé, entre autres, et Autisme France sont engagés pour faire changer la loi. Et on pensait, en tout cas moi je pensais assez naïvement que ça allait ruisseler, hein, puisque au plus haut niveau, la loi avait changé, ça allait ruisseler sur le terrain. Bon, voilà, il y a des couches imperméables. Et en 2022, voilà, c'est ça, oui, en 2022, la même équipe, on s'est dit, ça n'a pas franchement marché, notre truc, comment on peut faire? Donc on a renversé la situation, en fait, en disant, mais ça commence dans les villes, en fait. C'est sur le terrain qu'il faut être pour faire quelque chose. Oui, pour être efficace, il faut être sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la ville de Couzex, avec la ville de Panazol, avec Oradour, enfin, il y a plein d'autres villes qui ont décidé d'accompagner tous ceux qui sont en contact de près ou de loin avec des personnes potentiellement avec un trouble du neurodéveloppement. Mais on est au début, on n'est qu'au tout début. Là, il y a encore tellement de choses, tellement de chemin à faire que non, je ne suis pas satisfait. Je suis pas sûr que je le serai un jour. Vous voulez briser ces barrières des préjugés ou même de tout ce qui fait que la France a du mal à accompagner les personnes en situation de handicap? Oui, oui. Et je n'ai même pas à développer derrière ça. Oui. J'avais une question. Votre association, pour l'instant, c'est plutôt des projets de formation auprès des communes, auprès des villes? Formation, sensibilisation, c'est le frontal, c'est le but, l'objectif de l'asso. Donc on a sélectionné des organismes de formation pour les dispenser et on a fait un gros travail de sélection, de dire voilà, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, et on oriente là-dessus aussi, encore une fois, une collectivité qui a décidé de faire quelque chose, on n'est pas là pour lui imposer
quoi que ce soit. On est là pour l'accompagner aussi. Donc voilà, la plupart du temps, d'ailleurs je vais dire quasi 100% du temps, un maire et les quelques élus qui sont sensibilisés, ils nous disent on fait rien dans notre commune, il est temps qu'on fasse quelque chose. C'est jamais vrai. Donc on fait un état des lieux déjà. Et il y a toujours quelque chose qui est fait, ça ne se sait pas forcément, mais il y a toujours quelque chose. Et à partir de cet état des lieux, c'est où est-ce que la collectivité veut aller et avec quels moyens. Depuis qu'on vous a traité TDAH, est-ce que vous preniez des traitements et si oui, ça vous a changé en quoi en fait? Qu'est-ce qui vous a changé Alors, moi ce qui m'a changé, c'est surtout d'accepter le diagnostic. Je n'ai pas un niveau de TDAH qui nécessite de prendre des médicaments. Alors, c'est pas complètement vrai. Parce que j'ai aussi, de ce fait, ça expliquait le syndrome des jambes sans repos. Hein, voilà. Et donc, j'aurais besoin de prendre un traitement pour ne plus souffrir des jambes sans repos. Entre autres. Mais non, aujourd'hui, j'arrive à le gérer avec des outils qui m'ont été donnés à ce moment-là, entre autres, donc voilà, au moment de le dire, j'ai perdu le mot, mais c'est de faire un peu d'introspection et de la méditation pleine conscience. Voilà, la méditation pleine conscience. Alors d'ailleurs, à ce sujet, la méditation pleine conscience, on m'a dit, pour le faire, il faut que tu te places dans un endroit que tu aimes bien, voilà, tu étais en vacances, etc. Ça n'a jamais marché, ça. En revanche, j'ai eu cette chance, au moment, c'est de passer une journée et une nuit dans un parc de 2,5 hectares avec une meute de loups en liberté. Ouais, faut y aller, hein, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Surtout au moment où une jeune louve sibériane est venue poser son museau sur mon épaule. Eh bien, ce moment-là, même là, je suis en train de vous le dire, je la ressens encore, là, avec son museau sur mon épaule, et là, je suis invincible. Et là, j'ai plus de TDAH, j'ai plus rien. Là, ça me met dans ma bulle, et là, je peux faire de la méditation pleine conscience, je peux faire plein de choses à ce moment-là. Je vous invite à chercher ce qui vous permet d'être bien, d'être dans votre bulle et d'être invincible. Il n'y a pas de réponse. En tout cas, méfiez-vous de ceux qui vont vous dire « fais ci, fais ça ». Il n'y a que vous qui puissiez le trouver. Ouais. C'est fou, votre histoire. En tout cas, on vous remercie franchement d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, je voudrais savoir si vous avez aussi des questions à nous poser. Oui. Comment vous vous sentez maintenant que je vous ai parlé de moi? Parce que c'est pas facile de parler de soi. Comment vous sentez et comment vous allez le gérer? Qu'est-ce que vous allez en faire? Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir une expérience personnelle de quelqu'un justement qui travaille justement pour faire avancer les choses, mais qui justement lui-même est atteint de tout ça. Je pense que justement c'est une bonne leçon, on va dire, de tout ce que vous avez dit. Je pense qu'on peut retenir un peu de tout ce que vous avez dit, puisque c'était plutôt très intéressant. Et tu vas faire ce genre de démarche, toi, d'aller vers les autres en expliquant ce que tu ressens pour qu'ils puissent le comprendre et se dire mais il faut que je fasse aussi un pas vers les autres. En fait, moi de mon point de vue, je fais tous les jours des pas vers les autres. J'essaye toujours justement on va dire, de sociabiliser, d'essayer d'expliquer, de sensibiliser ce que c'est que l'autisme, de pas prendre mes réactions ou celles d'un autiste au premier degré, car il peut pas avoir les mêmes réactions que tout le monde. Mais le problème, c'est que surtout, il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire un pas. Du coup, ce qui fait que moi, quand je fais un pas, en fait, eux, ils reculent. Et du coup, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut que je me mette à courir et eux, ils se mettent à reculer de plus en plus. Oui, mais ne te décourage pas, parce que tu as planté une graine dans leur cerveau, une graine qui les dérange. C'est pour ça qu'ils font un pas en arrière, voire qu'ils reculent vite, ça les dérange. Mais tu as planté une graine,
Et potentiellement, elle peut pousser et transformer ces personnes-là. N'attends pas forcément un retour immédiat. Tu as planté une graine. Et ça, tu peux pas faire mieux que ça, planter une graine. Très bien. Bah, merci. Moi, ce que ça me fait que vous répondez à ces questions, c'est qu'en fait, je me suis senti, ah oui, c'est moi, quoi. Je me suis senti, waouh. En fait, je suis pas le seul à avoir eu les mêmes difficultés. Je suis pas le seul, en fait, à être TDAH, voire, oui, être TDAH. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui peut témoigner de cela en toute transparence. Parce qu'on n'en voit pas tous les jours, franchement. Il faut avoir du courage. Merci Philippe Mazières d'avoir... Merci à vous. Merci. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Est-ce que vous aurez une dernière phrase à nous dire pour finir cette émission ? Je compte sur vous. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous.